nous devons discuter du règlement 2017-745 sur les dispositifs médicaux. Is a significant challenge for the whole sector. We can't continue to assume that the whole process is still on track for timely implementation. La mise en œuvre du règlement relatif aux dispositifs médicaux représente indéniablement un immense défi pour l'ensemble des parties prenantes de ces dispositifs médicaux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Quality-ISO sur le règlement 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux. Cette première partie est une introduction, l'occasion de comprendre pourquoi le règlement a été publié, qui va être concerné par le règlement, quand vous devrez en tenir compte et quels sont les textes qui vous seront utiles pour répondre aux exigences réglementaires. Trois parties pour cette introduction. Tout d'abord, nous ferons le point sur le contexte en regardant l'historique qui a conduit à la publication de ce règlement, également le calendrier de mise en œuvre et un point sur la disponibilité des organismes notifiés. Dans un second temps, nous verrons le champ du règlement en regardant les définitions, mais également les organismes qui sont visés par le règlement ainsi que les dispositifs qui sont inclus ou exclus par le règlement. Et une dernière partie sera dédiée aux textes utiles pour répondre aux exigences. Et là, je veux parler de tout ce qui est normes harmonisées, normes internationales ou des nombreux guides européens qui vont être publiés. Je commencerai avec un rapide historique des textes autour du dispositif médical. Je commence cet historique avec la directive 93/42, publiée il y a plus de 25 ans. C'était vraiment le premier texte européen à s'intéresser aux dispositifs médicaux. La directive ne se suffit pas, il faut avoir recours à des normes pour répondre à ces exigences, et notamment la 13485 pour les exigences en matière de système de management de la qualité. Le management de la qualité, c'est quelque chose que l'on formalisait déjà dans l'ISO 9001. La 13485 est dérivée de la 9001 à laquelle on a ajouté des exigences propres au secteur du DM. Et notez que le recours à un système de management de la qualité reflète bien la vision que l'on avait du médical dans les années 90, à savoir le DM c'est une affaire d'industriel et donc on leur met un système qualité dans les pattes pour assurer la conformité de leur dispositif. Néanmoins, on s'est rendu compte que l'aspect purement qualité n'est pas suffisant. Il faut le compléter, notamment en matière de gestion des risques liés à l'utilisation des dispositifs. Là, c'est la norme ISO 14971 qui s'en occupe. Une norme qui a été révisée pas mal de fois depuis la fin des années 90. D'ailleurs, une prochaine révision est attendue pour fin 2019, début 2020. Dans le médical, il n'y a pas que de la qualité et des risques, il y a aussi des bénéfices, et les bénéfices sont prouvés via une évaluation clinique. Le MEDEV 2.7/1 reste l'état de l'art, encore en ce moment avec sa révision 4. Mais toutes ces notions, que ce soit qualité, risque ou clinique, ont été renforcées dans le règlement 2017-745, qui en plus appuie sur la notion de surveillance après commercialisation, c'est-à-dire garantir que votre produit après commercialisation est toujours conforme et performant. Et en plus, le règlement accentue les exigences en matière de clinique pour l'évaluation clinique, l'investigation clinique et le suivi clinique après commercialisation. Concernant les causes qui ont motivé ce changement réglementaire, je citerai d'abord tout ce qui est évolution technologique. Vous le constaterez, le règlement parle plus des logiciels que la directive et introduit des nouveautés technologiques telles que des nanomatériaux. Je précise que ce n'est pas forcément le rôle d'une réglementation de s'emparer des problèmes liés aux nouvelles technologies. C'est plutôt le rôle des normes de nous apporter des solutions parce que les normes ont des cycles de révision beaucoup plus courts qui permettent d'être beaucoup plus réactifs
et d'être moins en retard par rapport aux évolutions technologiques que ne l'est la réglementation générale. Autre point, on aura eu pas mal de scandales sanitaires ces dernières années. Le point d'orgue aura été l'affaire des implant files, ce qui fait que dans l'esprit des gens, il y a vraiment un besoin de plus de transparence et de preuves de performance pour les dispositifs sur le marché. Cet état d'esprit a été récupéré chez les politiques et c'est quelque chose qui aura impacté les exigences du règlement qui donc appuient énormément sur tout ce qui est preuve clinique, surveillance, mais également communication. On le verra notamment avec les informations disponibles sur la base EUDAMED. Autre point, du temps de la directive, certains opérateurs économiques n'étaient pas forcément suffisamment impliqués, notamment pour tout ce qui est surveillance après commercialisation et surveillance du marché. C'est corrigé par le règlement qui identifie et fixe des exigences pour différents opérateurs économiques tels que les distributeurs, les mandataires ou les importateurs. Dernier point, jusqu'à présent, à l'échelle de l'Europe, les règles du jeu étaient assez hétérogènes en matière d'enregistrement des dispositifs, en matière d'enregistrement des acteurs ou encore en matière de suivi des actions de vigilance. Chaque État membre gérait les choses à sa façon. Maintenant, tout est défini dans le règlement. Les choses seront donc homogènes à l'échelle de l'Union européenne. Nous partons donc sur un règlement qui va remplacer la directive. Il est important de noter qu'une directive était retranscrite dans le droit de chaque État membre. C'est-à-dire que chaque État était libre de décider des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs énoncés dans la directive, ce qui fait qu'à échelle nationale, le texte de la directive était repris en modifiant de ci, de là quelques exigences. Le règlement, lui, est d'application obligatoire dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il est pris tel quel et c'est du copier-coller dans la réglementation, ce qui fait que les exigences seront homogènes à l'échelle de tous les pays de l'Union. Intéressons-nous maintenant au calendrier de mise en œuvre du règlement dispositifs médicaux. Sur ce graphique, vous aurez en bleu foncé des éléments relatifs au règlement et en bleu ciel des éléments relatifs à la 9342. Le règlement est entré en vigueur en mai 2017, il sera mis en application en mai 2020. Au moment de sa mise en application, évidemment, la directive 9342 sera retirée. Les organismes notifiés peuvent se faire notifier pour le règlement depuis la fin 2017, mais dans les faits, les premières notifications n'ont eu lieu que début 2019 et elles devraient se poursuivre jusqu'à la mise en application du règlement. De nombreuses notifications sont attendues pour l'été 2019, voire la rentrée 2019. EUDAMED, la base électronique qui doit accueillir vos enregistrements de vos activités, les enregistrements de vos dispositifs, mais également les événements de vigilance, devrait être active quelques mois avant la mise en application du règlement. Néanmoins, des retards sont prévisibles. Il se pourrait que EUDAMED ne soit active que quelques mois après la mise en application du règlement. Durant cette période où vous aurez le règlement mais pas d'EUDAMED, il est vraisemblable que les enregistrements et les informations dans le cadre de la vigilance soient à remonter à votre autorité compétente, un petit peu comme ça se fait en ce moment. Une dernière phase tourne autour de la position de l'IUD. C'est quelque chose qui va s'étaler à partir de 2021 sur plusieurs années et les obligations seront applicables en fonction de la classe des dispositifs, mais également du niveau d'apposition de l'IUD selon s'il est apposé au niveau de l'emballage ou sur le produit en lui-même. D'un point de vue directive, il y a une possibilité de faire des renouvellements exceptionnels des certificats 9342 qui ont été faits avant mai 2020. Le but est de pouvoir profiter de ces certificats jusqu'à leur fin de validité et jusqu'à mai 2024 au plus tard, ce qui nous fait une période de grâce durant laquelle les dispositifs conformes à la directive pourront être mis sur le marché, moyennant le respect de quelques exigences du règlement que nous allons voir tout à l'heure.
Enfin, c'est en mai 2025 que les ventes et les mises en service de directives conformes à la 9342 ne seront plus possibles. Et ça, c'est applicable notamment aux dispositifs en stock chez les distributeurs. Concernant l'applicabilité du règlement, les nouveaux dispositifs seront soumis au règlement dès le 26 mai 2020. Effectivement, ce sont des dispositifs qui arriveront sur le marché à une époque où le règlement sera le seul cadre réglementaire. La question ne se posera pas, il faudra être conforme au RDM. C'est également le cas pour les dispositifs de classe 1 qui, bien qu'étant les dispositifs les moins risqués, seront les premiers à devoir être conformes au règlement sur les dispositifs médicaux. Concernant les dispositifs en annexe 16, ce sont des dispositifs sans finalité médicale. Le règlement est également applicable dès mai 2020, néanmoins il faudra attendre quelques mois, le temps de publier les spécifications communes qui permettront de comprendre comment répondre aux exigences réglementaires pour ces types de dispositifs, et notamment de savoir comment accepter les risques pour des dispositifs qui ne présentent pas de bénéfices cliniques. Pour les dispositifs de classe 2A, 2B et 3, qui ont donc un organisme notifié dans le cadre de la certification, là, il y a moyen de profiter de la période de transition, d'avoir un renouvellement exceptionnel des certificats 9342 pour pouvoir continuer à mettre sur le marché des dispositifs conformes à la directive, même après mai 2020. Cette possibilité sera effective jusqu'à fin du certificat et au plus tard jusqu'à mai 2024. Je voudrais un petit peu préciser les dispositions transitoires qui sont prévues en abordant déjà le cas des reclassifications. Sachez que si votre dispositif change de classe mais était déjà au moins de classe 2A, eh bien son certificat restera valable. Un dispositif qui passe de 2A à 2B ou de 2A à 3, son certificat 9342 reste valable et il peut profiter du renouvellement exceptionnel du certificat. Les dispositifs pourront profiter de ce renouvellement exceptionnel à condition qu'ils continuent d'être conformes à la directive, qu'il n'y ait pas de changement significatif sur le produit et que des exigences du règlement sont mises en œuvre, à savoir les exigences en matière de surveillance après commercialisation, les exigences en matière de vigilance et les exigences en matière d'enregistrement des opérateurs et des dispositifs sur EUDAMED. Enfin, je voudrais citer des informations qui nous viennent du GMED qui précisent la notion de changement significatif. Alors sans surprise, un changement significatif est un changement qui impacte la sécurité, l'efficacité, les performances, la conformité réglementaire ou bien l'utilisation prévue du dispositif. Donc tous ces changements sont interdits si vous voulez prolonger la durée de validité de votre certificat 9342. D'autres informations complémentaires, le cycle d'audit sera toujours de 3 ans et il fallait s'y attendre. Les audits dans le cas des renouvellements exceptionnels ne vont pas se substituer aux audits qui auront déjà été planifiés. Alors toutes ces règles sont bien claires, mais maintenant se pose la question, qu'en est-il de la disponibilité des organismes notifiés ? Alors je vais utiliser cette carte de l'Europe pour vous montrer les organismes actuellement notifiés pour la directive 9342. Ça nous permettra d'avoir un point de départ, un point de comparaison pour comparer à la situation prévue avec le règlement 2017-745. Des organismes notifiés, il y en a possiblement dans chaque pays de l'Union européenne. En Irlande, beaucoup au Royaume-Uni et des organismes notifiés majeurs comme SGS ou le BSI. Vous en trouverez ensuite dans le nord de l'Europe. L'Allemagne est un gros berceau d'organismes notifiés avec des organismes notifiés majeurs comme le TÜV ou DECTRA. D'autres organismes notifiés sont présents en Europe. L'Italie en comporte énormément. L'Italie, un pays très industrialisé, très fort en dispositif médical, même s'il y a un petit déclin depuis quelques années.
Les organismes notifiés, vous en trouverez également en Turquie, qui, tout comme la Suisse, a des accords avec l'Europe pour jouer le jeu du dispositif médical. Et ensuite, si on regarde à l'ouest de l'Europe, là c'est un petit peu désert, vous en avez un seul en Espagne, et c'est bien connu, il n'y en a qu'un seul en France, le GMED. Mais des doutes planent sur la pérennité des organismes notifiés. Les doutes sont dus déjà au Brexit. On imagine que les ON du Royaume-Uni ne pourront plus être notifiés dans un cadre réglementaire européen. On a également des doutes sur l'Espagne, avec l'Espagne qui a annoncé qu'elle ne participerait pas au règlement 2017-745, enfin du moins qu'elle ne proposerait pas d'organisme notifié. Et puis des doutes plus politiques autour de la Turquie qui souffre en ce moment d'une certaine instabilité. Pour lever ces doutes, je vous propose d'aller voir du côté de TeamNB. Sur cette carte, vous aurez représenté les membres de TeamNB. TeamNB, c'est une association d'organismes notifiés et dans cette association, vous trouvez les ON majeurs. Ces organismes ont fait part de leur volonté ou pas de se faire certifier selon le règlement, de se faire notifier, excusez-moi, selon le règlement 2017-745, ce qui permet déjà de faire un premier ménage. Maintenant, on a des informations, les organismes notifiés commencent à être notifiés et actuellement, il n'y a que 2 ON qui ont été notifiés, le BSI et le TÜV Sud en Allemagne. Mais je vous l'ai dit, le Royaume-Uni, avec son Brexit, ne va vraisemblablement pas continuer à proposer des ON pour un règlement européen. Ce qui fait que la situation est très tendue en ce moment, avec un unique organisme notifié pour le règlement, même si plusieurs dizaines d'autres devraient arriver d'ici la fin 2019. Et pour comprendre les nouveautés de ce règlement, je vous propose de regarder les nouvelles définitions. Elles sont regroupées par thème et vous remarquerez que toutes les nouvelles définitions sont listées, les plus importantes apparaissent en gras. Concernant des aspects généraux sur les dispositifs, on notera la définition de dispositif falsifié, c'est une notion qui sera utilisée dans le cadre de la surveillance du marché. On définit les systèmes, les nécessaires, également quelque chose d'extrêmement important, l'identifiant unique des dispositifs, l'IUD, qui sera au cœur des exigences en matière d'identification et de traçabilité de vos produits. Concernant les propriétés d'EDM, les exigences applicables regarderont s'ils sont constitués de substances non viables, de dérivés, de particules, d'agglomérats, et notamment de nanomatériaux. Nanomatériaux, une nouveauté qui impacte les exigences générales applicables aux produits, mais également les règles de classification. Autre point concernant les performances et la sécurité des produits, la notion de performance est définie, la notion de compatibilité, d'interopérabilité qu'on retrouve dans les exigences, notamment pour les logiciels, et puis la notion de risque et ainsi que la notion de détermination du rapport bénéfice-risque, une exigence au cœur du règlement puisque c'est vraiment le but de cette réglementation. Obtenir un rapport bénéfice-risque favorable pour vos dispositifs et maintenir un rapport favorable tout au long de la commercialisation du produit. D'autres définitions concernent le cycle de vie du produit. Les notions de remise à neuf et de retraitement seront détaillées plus loin dans cette présentation. On a aussi des définitions autour du marquage CE, qu'est-ce qu'une évaluation de la conformité, qu'est-ce qu'un marquage de conformité. Et puis, je vous l'ai dit, les acteurs sont plus impliqués dans la réglementation. Donc ça commence par les identifier et les définir. Ainsi, on a des définitions pour l'importateur, pour le distributeur, mais aussi pour un établissement de santé, un utilisateur qui peut être un utilisateur profane. Et cette notion d'utilisateur profane sera utile
pour votre ingénierie de l'aptitude à l'utilisation, ainsi que pour la définition des informations à fournir pour cet utilisateur profane. Le clinique est un énorme sujet dans le règlement. Vous voyez que tout le vocabulaire est défini. On a des données cliniques qui permettent d'avoir des preuves cliniques. Ces données sont collectées au travers d'une évaluation clinique qui les évalue. Au besoin, on va partir en investigation clinique, tout ça pour prouver la maîtrise des risques et l'atteinte des bénéfices revendiqués. On a aussi des définitions autour des référentiels utiles pour la mise en œuvre du règlement, évidemment les normes harmonisées et une nouveauté du règlement, les spécifications communes. Un autre point majeur de cette réglementation, c'est tout ce qui est surveillance après commercialisation. La SAC est définie dans le règlement, de même que la surveillance du marché, et puis tout un vocabulaire autour de la vigilance qui vont des événements indésirables au retrait en passant par les rappels ou encore les incidents graves. Je voudrais maintenant vous parler des différents organismes qui sont pris en compte par le règlement, à commencer par le fabricant. Le fabricant, c'est quelqu'un qui va mettre sur le marché un dispositif qui sera commercialisé sous son nom, sous sa marque. Voilà ce qui est important. Le fabricant est identifié à côté de la petite usinoire sur l'étiquetage et c'est lui qui est responsable du respect des exigences réglementaires du dispositif et des activités liées à sa mise sur le marché. Le fabricant OBL, on pouvait penser qu'il serait interdit par le règlement, mais ce n'est pas le cas. Et donc ce fabricant OBL pour Own Brand Labeling, donc qui fait un marquage en son nom propre, ce fabricant récupère un dispositif médical fabriqué par un autre fabricant et le met sur le marché en son nom propre, c'est-à-dire que c'est le fabricant OBL qui est identifié à côté de la petite usinoire. C'est un fabricant comme un autre qui devra monter la documentation technique du produit et porter son marquage CE pour la mise sur le marché et également suivre la vie du dispositif, c'est-à-dire mettre en œuvre tout ce qui est surveillance, enregistrement et vigilance le cas échéant. C'est donc à retenir, le fabricant OBL est un fabricant comme un autre. Les distributeurs, ce sont vraiment des intermédiaires entre le dispositif fabriqué et l'utilisateur final. Il peut y avoir plusieurs niveaux de distributeurs, mais d'un distributeur à l'autre, il y aura mise à disposition du dispositif d'un distributeur A vers un B jusqu'à l'utilisateur final. L'importateur, c'est un organisme qui met sur le marché de l'Union un dispositif qui vient d'une zone hors Union européenne. L'importateur a besoin d'un mandataire qui sera le représentant qui prendra en charge toutes les exigences réglementaires à la place du fabricant sur le sol de l'Union européenne. On a ensuite la notion d'établissement de santé, c'est là pour schématiser où seront utilisés vos dispositifs médicaux lorsqu'ils ne sont pas utilisés au domicile ou encore dans un environnement tout venant. Certains établissements de santé peuvent être fabricants. Alors c'est un contexte très encadré, très limité. C'est pas fabricant au sens où ils mettront sur le marché leurs dispositifs, c'est fabricant en interne. Ce sont des établissements qui auront le droit de produire des dispositifs médicaux à condition qu'il n'y ait pas de vocation commerciale et qu'il n'y ait pas de solution alternative sur le marché. Le dispositif médical restera au sein de l'établissement. C'est donc une possibilité qu'a donnée l'Europe de continuer à bricoler dans les établissements de santé pour mettre au point des prototypes, faire des expérimentations. Ça a un côté faisant avancer la science. On s'intéresse au transit possible pour un dispositif médical entre son fabricant et son utilisateur. On se rend compte qu'il y a beaucoup de situations possibles. La plus simple, c'est le dispositif est « fourni directement par le fabricant à l'utilisateur final.
Tout ceci peut passer par des distributeurs, et là avec autant de distributeurs que vous pouvez l'imaginer. Dans le cas d'un dispositif importé, le dispositif passe par son mandataire qui le met sur le réseau de distribution européen jusqu'à l'utilisateur final. Et dans le cas des dispositifs OBL, un fabricant OBL récupère un dispositif chez un fabricant classique, le met sur le marché en son nom, et là c'est parti pour le circuit de distribution classique. Concernant les établissements de santé qui ont également le statut de fabricant, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fabrication doit être en interne, mais également l'utilisation. On sera donc sur un circuit de distribution en boucle fermée au sein d'un même établissement. Un mot sur trois notions différentes, les notions de mise sur le marché, de mise à disposition et de mise en service. Tout commence par la mise sur le marché, qui est en fait la première mise à disposition d'un dispositif. La mise sur le marché est effectuée par le fabricant du dispositif. Des mises à disposition, il y en a plusieurs, quand on va d'un fabricant à un distributeur, puis d'un distributeur à un autre. Et la dernière mise à disposition pour l'utilisateur final est en fait la mise en service. Voilà donc les trois notions, mise en main sur le marché, mise à disposition et mise en service, qui concernent les dispositifs médicaux hors dispositifs destinés aux investigations cliniques qui, eux, ont vraiment leur propre contexte. Pour finir ce tour d'horizon, je voudrais évoquer les opérations possibles sur un dispositif médical. Une fois qu'il a été mis sur le marché, un produit peut être remis à neuf, et là, il faut comprendre qu'on repart sur un produit conforme qui va avoir une nouvelle durée de vie. C'est vraiment un dispositif neuf qui est remis sur le marché. Retraitement, différents procédés typiquement de désinfection, de nettoyage ou de stérilisation, qui sont nécessaires avant réutilisation d'un dispositif médical. Donc remis à neuf, on prend un dispositif usagé et on en refait un dispositif neuf qui repart sur toute sa durée de vie. Le retraitement, par contre, c'est une étape répétable dans une même durée de vie d'un dispositif. Maintenant, une chose essentielle, la définition de dispositif médical. Alors, la définition tourne toujours autour d'une finalité possible, une finalité dans le diagnostic, dans le traitement ou encore dans l'investigation. Deux finalités ont été rajoutées par rapport à la directive, celle de prévention et celle de pronostic, des finalités que l'on associera assez volontiers à des logiciels. Les finalités doivent être rattachées à une situation. On peut être sur de la prévention d'une maladie, on peut être sur de l'atténuation d'une blessure ou sur de l'investigation sur un état physiologique. Sur cette slide sont représentées toutes les combinaisons possibles ayant une finalité médicale. Le règlement par rapport à la directive a ajouté des dispositifs particuliers, à savoir les dispositifs permettant la communication d'informations au moyen d'examens in vitro, les dispositifs dédiés à la maîtrise et à l'assistance de la conception, conception dans le sens reproduction humaine, pas conception dans le sens recherche et développement. Et finalement, les dispositifs qui sont destinés à nettoyer, désinfecter ou stériliser un dispositif médical. Mais d'autres dispositifs sont également visés par le règlement. C'est le cas des dispositifs qui ont une double finalité, médicale et non médicale. Et là, dans ce cas, évidemment, la partie médicale est soumise au règlement DM. C'est le cas des accessoires. Les accessoires qui permettent l'utilisation d'un DM ou contribuent spécifiquement à la fonction médicale du dispositif médical. C'est aussi le cas des composants de remplacement s'ils changent considérablement les performances du dispositif. Notez que la notion de considérable n'est pas définie dans le règlement et méritera d'être développée dans des guides. Enfin,
les dispositifs incluant un médicament ou une substance en action secondaire sont également visés. Et là, c'est l'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur les dispositifs combinés. Un dispositif combiné combine un dispositif médical et un médicament ou une substance. Une substance, c'est une notion définie dans la directive 2001/83 et la définition est très vaste. Toute matière qui peut être d'origine humaine, végétale, animale, chimique, etc. Le médicament est une substance particulière auquel on associe des propriétés curatives, préventives ou alors qui est utilisée dans le cadre d'un diagnostic par exemple. Tout ça est défini dans la directive 2001/83 CE. Alors, dans le cas d'un dispositif combiné à action secondaire, vous aurez l'EDM qui est vraiment le dispositif, tandis que la substance ou le médicament est uniquement un accessoire à ce dispositif. Dans ce cas, le CE est porté par le règlement des dispositifs médicaux, mais la partie substance doit être conforme aux exigences de l'annexe 1 de la directive 2001/83. Cette annexe comporte des exigences sur tout ce qui est toxicité pharmacologique, etc. Dans le cas où un dispositif est combiné avec une action principale du médicament ou de la substance, le CE est porté par la directive 2001/83 CE et la partie dispositif médical doit être conforme à l'annexe 1 du règlement, l'annexe qui définit les exigences générales sur les dispositifs. Une des grosses nouveautés de ce règlement, ce sont les dispositifs sans finalité médicale qui sont néanmoins soumis à la réglementation. Ils sont listés en annexe 16 et ils ont été identifiés parce qu'ils ont un niveau de dangerosité qui peut être assez grave. Et donc l'idée est d'apporter à l'utilisateur un niveau de sécurité et de performance comparable à des dispositifs médicaux. Dans ces dispositifs, on parlera des lentilles de contact fantaisie, de tout ce que vous pouvez vous introduire dans le corps à des fins esthétiques, les produits de comblement, tout ce qui parle de liposuction, lipolyse, etc. pour les tissus adipeux, les dispositifs envoyant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité, là ça peut être des UV ou des infrarouges, ou d'autres sources de rayonnement EM, et finalement les dispositifs de stimulation cérébrale transcrânienne. Alors cette annexe 16 ne va pas rester figée, elle a vocation à évoluer en fonction des nouveaux produits qui seront mis sur le marché, qui seront considérés dangereux sans pour autant avoir une finalité médicale. Je voudrais également parler de la notion de groupe de dispositifs médicaux. C'est quelque chose qui peut vous être très utile pour porter vos dossiers de certification. Alors, un groupe, ce sont des dispositifs qui ont même utilisation et même technologie, et grosso modo, ça permet de les traiter dans un même dossier technique et de limiter l'effort documentaire pour un même groupe de dispositifs. Il y a aussi la notion de dispositif sur mesure. Deux choses importantes. Un dispositif est sur mesure s'il y a eu une prescription d'une personne habilitée et s'il est destiné à un patient clairement déterminé. Les dispositifs qui ne font pas partie des dispositifs sur mesure, ce sont ceux fabriqués en série qui nécessitent une petite adaptation pour le patient, pour un patient précis, ou alors des dispositifs produits suite à une prescription, mais produits en série. Je terminerai sur les dispositifs exclus par le règlement. Évidemment, les dispositifs de diagnostic in vitro qui ont leur propre règlement, le 2017/746. Ensuite, les probiotiques cosmétiques, les dispositifs qui intègrent une substance viable. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'EDM combiné en action principale et tout ce qui est alimentaire.
Je voudrais vous rappeler que nous venons d'une relative petite directive avec ses 63 pages. Il y avait néanmoins une directive spécifique pour les dispositifs médicaux implantables actifs qui maintenant sont inclus au règlement. Et cette directive ne se suffisait pas puisque de nombreux guides MedDev ont été publiés pour un petit peu préciser les manières de mettre en œuvre les réponses aux exigences. Le règlement est lui plus conséquent, on part sur 175 pages. On pouvait penser à une époque qu'il serait autoporteur, il n'en est rien puisque de nombreux textes seront là pour l'accompagner, notamment les spécifications communes et les guides européens, dont ceux du MDCG. Notez qu'un corrigendum a déjà été publié, un corrigendum qui impactera la forme du texte, mais pas vraiment le fond. Parmi les textes qui vont venir en renfort au règlement, évidemment les normes harmonisées qui seront toujours publiées au journal officiel, mais il y a des nouvelles modalités. Maintenant, c'est un consultant HAS dans le sens Harmonized Standard, qui s'assure de vérifier que les normes et le contenu des annexes Z sont en adéquation avec la réglementation européenne. C'est un consultant de chez Ernst & Young qui a eu le contrat. Concernant les normes harmonisées, c'est extrêmement important. L'organisme notifié pourra vous imposer des procédures de vérification selon des normes, même si vous avez choisi de ne pas les appliquer. On est à 2 doigts de normes d'application obligatoires, mais n'en porte pas encore le nom. Ça reste des normes harmonisées très fortement conseillées, au point que les auditeurs vont débouler avec le jour des audits. Enfin, dans le cas des dispositifs combinés avec un médicament, on a les normes harmonisées d'un côté et les monographies de la pharmacopée de l'autre qui sont également utilisables. Les normes harmonisées ne s'appliquent pas qu'aux fabricants, elles sont également pensées pour les autres opérateurs économiques. Et là, le règlement cite plusieurs points qui pourront être utilisés par ces opérateurs en matière de système qualité, de gestion des risques, de surveillance, d'investigation clinique pour les promoteurs, d'évaluation clinique et de suivi clinique. Alors, ces thèmes sont clairement identifiés par le règlement, néanmoins, les normes ne sont pas identifiées, donc je vous ai mis ça pour information. Les normes qu'il a été prévu d'harmoniser, on se retrouve avec 2 fournées. Une première planifiée par l'Union européenne pour septembre 2019, où là seront harmonisées les normes indispensables pour le secteur, la 13485 pour le système qualité, 14971 pour la gestion des risques et puis d'autres normes sur l'étiquetage ou les investigations cliniques. Ensuite, la seconde fournée est prévue pour 2024. C'est incroyablement tard. C'est fou d'espacer de 5 ans ces 2 lots de normes harmonisées. Donc ça reste un planning prévisionnel. Espérons qu'il sera plus court que prévu. Mais néanmoins, en 2024, vous aurez d'autres normes qui sont absolument nécessaires de mettre en œuvre, au moins pour répondre aux exigences applicables au dispositif. Des normes sur l'évaluation biologique, sur la sécurité électrique, sur l'aptitude à l'utilisation ou sur encore le cycle de vie des logiciels. J'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas spécialement courir après cette liste des normes harmonisées. Vous voyez qu'il y a énormément de délais, c'est un processus qui est très compliqué. Et en plus, il va y avoir un décalage entre les nouvelles révisions des normes et les normes harmonisées qui seront disponibles. Donc vraiment, c'est un conseil. Essayez de vous tourner vers les dernières révisions plutôt que vers la dernière version harmonisée, quitte à faire un gap analysis qui démontrera que la dernière révision ne vous rend pas moins conforme que la dernière révision listée dans la liste des normes harmonisées. Je voudrais vous évoquer les futures révisions qui sont prévues. Là, on est au niveau ISO. Vous savez, une norme est d'abord internationale et ensuite elle devient européenne. On lui rajoute un EN devant quand on estime qu'elle permet de répondre aux exigences du contexte européen. Une norme harmonisée contient exactement les mêmes exigences qu'une norme internationale. Elle a juste des annexes européennes qui diffèrent. Donc,
Au niveau des normes internationales, voilà un petit peu le calendrier des prochaines révisions. Très rapidement, une nouvelle révision pour la norme sur la gestion des risques qui va la rendre plus compatible avec le règlement. C'est également le cas pour la norme sur les investigations cliniques. Et ensuite, on est dans la série de révisions de normes, la 62304 sur le logiciel, la 15223 sur les symboles ou la 13485 sur les systèmes qualité. Et puis des nouvelles normes, notamment pour la surveillance après commercialisation et pour les informations fournies à l'utilisateur. Je ferai juste une remarque en disant que la révision de l'ISO 13485 aurait pu se faire nettement plus tôt, mais il a été décidé de la décaler autour de 2024 pour laisser le temps d'absorber les gros changements réglementaires que l'on a en ce moment. Je vais maintenant vous présenter quelques normes utiles pour le règlement, à commencer par le guide 17223 qui en fait est une grosse annexe Z puisque l'on part de l'article 10 du règlement qui définit les exigences générales sur le fabricant. On prend chacune des exigences de l'article 10, on va voir du côté des annexes s'il n'y a pas des exigences qui viennent soutenir cet article 10. Une fois qu'on a regroupé toutes les exigences applicables de l'article 10 et des annexes qui en découlent, on regarde du côté de la 13485 si l'exigence est couverte ou pas par la mise en œuvre de la norme. Donc c'est vraiment une annexe Z géante qui s'étale sur plusieurs dizaines de pages. Une autre norme assez attendue, c'est l'ISO-TR 20416 sur la surveillance après commercialisation. Où là, c'est en introduction de la norme, on la met en regard avec les processus de mesure, analyse, amélioration de la 13485 et le suivi post-market de la 14971. Donc deux normes qui ont déjà leurs exigences sur le post-market. Et le guide va vous montrer des méthodes pour collecter et analyser ces données. Il est important, dans un contexte européen, d'également penser à l'évaluation clinique. C'est toute la partie suivi clinique après commercialisation qui est inclus dans la surveillance après commercialisation en Europe, mais qui n'est pas détaillée dans le guide ISO. Informations à fournir aux utilisateurs, vous trouverez des informations complémentaires dans la norme ISO 20417, une norme qui va bientôt être publiée. Elle traite des documents d'accompagnement et inclut tout ce qui est instruction, mais également marquage. Les instructions incluent les informations fournies à l'utilisateur, mais également tout ce qui est instruction technique, utilisée notamment dans le cadre de la maintenance des dispositifs. Le marquage est assez vaste, c'est en fait tous les symboles que vous utilisez sur l'étiquetage, sur l'emballage, sur le dispositif et même au niveau de l'interface homme-machine de votre produit. La norme aborde les normes sous format physique mais également sous format électronique. Parmi les sujets abordés dans cette norme, des considérations en matière d'aptitude à l'utilisation, des exigences sur les symboles à utiliser, sur les informations minimales à fournir, sur les avertissements à préciser dans la notice. Alors cette norme, on pourrait se demander quelle est son utilité parce que toutes les exigences en matière d'instruction et de marquage sont déjà définies dans le règlement et dans les normes applicables. Vous pouvez voir l'intérêt de la norme comme un plus petit dénominateur commun sur toutes les exigences que l'on pourra avoir sur les documents d'accompagnement. Ce qui fait que ça vous fera une base de réflexion pour ne rien oublier et cela pourra vous être utile surtout si vous commercialisez votre produit dans différentes zones réglementaires et que vous devez tenir compte d'exigences autres que celles de l'Union européenne. À utiliser sur vos dispositifs et dans les informations fournies sont définies dans la norme ISO 15223-1 qui va bientôt être révisée pour notamment apporter des éléments de réponse aux nouvelles exigences du règlement.
La norme contient des symboles qui permettent de répondre à des exigences. On a déjà sous la main le symbole pour le fabricant, le numéro de lot ou encore le numéro de série. Mais des besoins sont ressortis après la publication du règlement. Pouvoir préciser qu'un dispositif contient un médicament ou qu'un dispositif contient des cellules d'origine humaine. La 15223-1 dans sa prochaine révision contiendra vraisemblablement des symboles pour pouvoir exprimer ces points. Notez que le MDCG groupe 8 a dans un guide listé des symboles qui seront vraisemblablement inclus dans la prochaine révision de la 15223-1. Il s'agit du symbole MD pour dispositif médical. Il s'agit du symbole utilisé pour représenter l'UDI ou encore le symbole utilisé pour spécifier que les informations fournies à l'utilisateur sont disponibles sur le site internet. Les autres symboles sont précisés dans le guide MDCG, mais ils sont déjà existants, ils sont récupérés de normes déjà existantes. Des normes, vous aurez besoin de spécifications communes. Ce seront des textes européens qui seront publiés justement là où il n'y aura pas d'éléments de réponse dans les normes internationales disponibles. Les sujets concerneront des gros sujets, sécurité, performance, la documentation technique et tout ce qui est clinique, évaluation, investigation et suivi clinique. C'est un planning à minima que l'on peut compléter en regardant les spécifications déjà planifiées. Il y en aura sur le système de management de la qualité, sur la manière de gérer les dispositifs en annexe 16. Ce sont des dispositifs qui n'ont pas de finalité médicale et donc se pose notamment la question sur comment accepter les risques d'un produit qui ne propose pas de bénéfices. Des spécifications sont prévues en matière de retraitement des dispositifs à usage unique. Notez que le retraitement est un des seuls sujets qui est soumis à autorisation nationale. Ainsi, la France n'autorisera pas le retraitement d'EDM à usage unique, contrairement à l'Allemagne. D'autres spécifications sur l'évaluation clinique des implantables et classe 3, et puis des spécifications qui sont en rapport avec les organismes notifiés, la manière dont sont examinés les ON et la manière dont les ON évaluent votre évaluation clinique. Ce sont en tout plus d'une cinquantaine de textes qui sont prévus, avec une deadline pour le 26 mai 2020. Attendez-vous donc à avoir des publications en rafale dans les mois à venir. Les actes d'exécution, ce sont des actes qui seront publiés pour faire annoncer la mise en œuvre du règlement. Une première publication a eu lieu en novembre 2017 avec la liste des codes des dispositifs médicaux. C'est une liste de codes notamment utile pour les organismes notifiés lorsqu'ils veulent établir le champ de leur notification. Publiée en juin 2019, la liste des entités d'attribution de l'IUD, c'est-à-dire les prestataires qui vous permettront de gérer vos IUD. Et là, 4 sociétés ont été désignées. Il s'agit de GS1, HIBCC, ICC-BBA et l'IFA. Je voudrais également évoquer le MDCG, le Medical Device Coordination Group. En fait, il y en a 11. Chaque groupe a un sujet de travail et chaque groupe publie des guides. Là, en ce moment, il y a 3 groupes qui sont actifs. Le groupe qui parle des organismes notifiés, le groupe qui s'intéresse à EUDAMED et le groupe qui s'intéresse à l'IUD. L'application de ces groupes sur le site de la commission. La difficulté, c'est que toutes les publications ne sont pas forcément très importantes. Il y en a vraiment qui sont dédiées à un public d'initiés. Je pense notamment à la définition technique de la base de données EUDAMED. La difficulté, c'est qu'il faut lire les textes avant de savoir si c'est intéressant ou pas. Donc je vous invite à vous tenir au courant des publications
et à tenir compte des impacts au fur et à mesure. Pour finir, je voudrais dire qu'énormément de documents sont encore planifiés, en espérant qu'ils soient publiés le plus tôt possible. On peut d'ailleurs regretter que les brouillons ne soient pas en accès public pour que les acteurs puissent en tenir compte le plus tôt possible. Donc parmi ces documents, modèle de PSUR, guide sur la classification des logiciels, guide pour le suivi clinique, explication sur l'évaluation des dispositifs de classe 1 ou de classe 16, sont vraiment des dizaines de textes qui vont être publiés et que je vous invite à suivre. Ceci conclut la première partie de la formation Quality ISO dédiée au règlement dispositifs médicaux. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres formations concernant notamment la classification, les réponses aux exigences générales du règlement, la surveillance après commercialisation, l'évaluation clinique ou encore la gestion des risques de vos produits. À très bientôt.